Bonsoir. Dans ce thème très général du hasard et de la spécificité dans le système immunitaire, nous progressons des molécules aux cellules. Nous avons vu les réactions antigènes-anticorps, nous avons regardé la manière dont un récepteur des cellules T voit le complexe formé par le CMH, les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité des peptides. Et puis nous avons progressé au niveau de 2 cellules, et puis de quelques cellules, et puis de beaucoup de cellules. Et donc nous progressons vers des niveaux d'organisation de plus en plus grands et forcément peut-être de plus en plus complexes. Encore que cette progression ne soit pas totalement vérifiée dans la mesure où c'est quand même au niveau moléculaire que nous avons le plus d'informations et donc la complexité la plus facile à appréhender ou à gérer, au moins pour l'instant. Et donc, en progressant de la sorte, nous en arrivons maintenant au système lui-même. La dernière fois, nous avons vu esquissé quelques remarques vis-à-vis de ce phénomène extrêmement complexe qu'est l'inflammation. Nous avons analysé comment, dans cette circuiterie incroyable où des milliards de cellules circulent, des rencontres spécifiques parviennent néanmoins à s'organiser, à avoir lieu, et dans des temps qui sont raisonnables. Et nous en arrivons aujourd'hui à des propriétés fondamentales du système immunitaire, la plus fondamentale d'entre toutes étant, bien sûr, la question de la discrimination entre le soi et le non-soi. Question que nous avons abordée sous différents angles, à différents niveaux dans les réunions précédentes, dans les discussions précédentes, mais que je vais reprendre sous un angle un petit peu différent. Et un peu plus tard, en fin de séance, nous discuterons d'une question encore plus vaste, c'est que le système immunitaire, c'est bien, mais enfin, il est intégré dans l'organisme. Et donc, que veut dire cette intégration du système dans l'organisme ? Donc, je vais commencer par cette question fondamentale de la discrimination entre le soi et le non-soi. J'y consacrerai probablement un petit peu plus d'1 heure et un peu moins d'1 heure pour la seconde question. C'est donc une question, évidemment, absolument clé de l'immunologie, et on peut dire, pour se raccrocher à ce thème général du hasard et de la spécificité, que le non-soi, c'est une figure dynamique du hasard, parce que c'est le hasard de toutes les rencontres des pathogènes, des agents infectieux que nous croisons chaque jour, probablement, et de tous les événements internes et dysfonctionnements internes qui se produisent dans notre organisme. Donc, le non-soi, c'est quelque part cette figure dynamique du hasard. Et la bonne question est non seulement de savoir comment s'effectue la discrimination entre le soi et le non-soi, mais comment on atteint une spécificité élevée et robuste. Et donc, comment ce système peut fonctionner. C'est vraiment la question centrale de l'immunologie dans son ensemble. Comme vous le savez, la question du soi, elle est dominée par la notion de tolérance. La tolérance, c'est l'incapacité du système immunitaire à répondre à un antigène, et donc ça c'est la définition générale, et la tolérance au soi, c'est évidemment l'absence de réaction du système immunitaire vis-à-vis d'antigènes du soi. Et au fond, une bonne manière d'aborder ce que je souhaite vous dire aujourd'hui, c'est de se poser la question, est-ce que tolérance ne veut pas dire tolérisation ? Est-ce que la tolérance est quelque chose de simplement passif par rapport à un phénomène actif qui serait la tolérisation ? Et je vous montrerai que la tolérance est en fait en partie apprise. Et la question suivante, c'est qu'est-ce qu'elle concerne dans l'ensemble du soi ? Qu'est-ce que c'est réellement que le soi ? Et je reviendrai d'ailleurs sur cette question des antigènes spécifiques de tumeur qui sont des éléments du soi, pour certains d'entre eux, des éléments du soi, mais en quelque sorte occultés par les systèmes biologiques. Alors, je reviens sur quelques notions que je vous ai indiquées précédemment et que je décris de façon un peu simplifiée, donc peut-être un peu grossière, un peu simpliste.
Mais enfin, c'est vrai que les conceptions ont évolué, c'est vrai qu'on est parti d'une idée générale dans laquelle les reconnaissances du système immunitaire étaient d'un type clé-serrure, donc un ajustement quasi parfait, à partir de quoi, évidemment, il n'y avait pas ou peu de réactions croisées, donc les reconnaissances étaient précises au laser, si je peux dire. Il n'y avait pas de réaction croisée ni entre le soi et le non-soi, ni entre micro-organismes et pathogènes et agents infectieux. Et donc, c'était un système cristallin de reconnaissance, et nous savons aujourd'hui que ce n'est pas le cas. De la même manière, le système immunitaire était censé reconnaître uniquement ce qui est différent et étranger, et nous savons que ce n'est pas le cas. Nous savons que le postulat de la non-autoréactivité du système immunitaire est complètement faux. Le système immunitaire reconnaît des éléments du soi, et donc la tolérance au soi ne peut pas être la délétion de tout ce qui est autoréactif, ce qui a été, encore une fois, une idée initiale qui a dominé pendant quelque temps. Alors, une autre idée reçue contre laquelle j'ai un petit peu argumenté, c'est que l'immunité innée est strictement spécifique du non-soi, c'est-à-dire que les récepteurs ne reconnaissent que le non-soi, donc là encore, ce serait un système parfait, mais ça n'est pas vraiment le cas. On sait très bien que certains toll-like receptors, les TLR, reconnaissent un certain nombre de molécules du soi, donc ce n'est pas aussi clair que ça. Que l'immunité innée est radicalement différente de l'immunité adaptative, ce n'est pas vrai non plus, c'est complètement imbriqué. Et même la notion de mémoire que l'on croyait être attribuable à l'immunité adaptative en tant que telle semble être battue en brèche aujourd'hui. Et donc, il y a des problèmes de frontières entre le soi et non-soi, et nous en parlerons. Mais l'un des exemples frappants de ces problèmes de frontières, c'est quand même la flore intestinale. Comme je vous l'ai dit, nous sommes habités par des symbiontes et nous avons 10 puissance 14 bactéries qui nous habitent en permanence. Comme autre comme autre problème de frontière entre soi et non-soi, il y a le problème des coïncidences, des mimiques moléculaires, des ressemblances qui font que des réactions croisées, ça arrive, c'est démontré, ça peut arriver. Je vais donner quelques exemples de relations croisées entre virus qui peuvent avoir des conséquences physiopathologiques. En plus, vous avez quelque chose sur lequel j'ai relativement peu insisté pour l'instant, mais qui est très important, c'est qu'il y a une coévolution extrêmement forte entre les pathogènes et le système immunitaire de l'hôte. Je n'ai pas eu le temps vraiment d'entrer dans cette question, j'en donne un exemple un petit peu plus tard, mais il est clair que les pathogènes développent tous les moyens possibles pour détourner le système immunitaire de sa fonction première qui consiste à les maîtriser, les contrôler, éventuellement les détruire, et que l'impact sur le système immunitaire est lui-même déchiffrable, disons, dans un certain nombre de fonctions immunitaires. Et donc, vous avez encore un autre paramètre qui est l'hôte n'est pas constant, bien entendu. L'hôte évolue. L'hôte vieillit notamment, mais ce n'est pas la seule évolution. Entre le nourrisson, l'adolescent, l'adulte et l'homme âgé, il y a des différences considérables dans la physiologie, y compris dans le système immunitaire. Et donc, ce système pose encore d'autres problèmes de frontières entre le soi et le non-soi. Ce qui était le soi quand on était jeune ou le non-soi n'est pas forcément le même soi quand on est vieux, quoi. Donc, il y a un problème de ce côté-là. Et donc, les réactivités croisées, l'autoréactivité sont en fait communes. Alors, la discrimination entre le soi et le non-soi a plusieurs fondements. Et ce que je vais vous montrer, c'est que telle que je la conçois, parce que finalement nous sommes maintenant au niveau beaucoup plus conceptuel et d'intégrer toutes sortes d'indications expérimentales, telle que je la conçois et que je vous propose de la concevoir, c'est qu'elle a toutes sortes de fondements. Et donc c'est en fait une accumulation de strates qui finit par aboutir à faire une discrimination raisonnable et robuste. Et donc, dans cette discrimination entre soi et non-soi, je vous alerte d'emblée contre l'idée simple selon laquelle les discriminations structurelles
serait l'apanage de l'immunité innée avec des récepteurs qui sont fixés, sélectionnés. Donc, si vous voulez, vous reconnaissez le LPS ou vous ne reconnaissez pas le LPS, bon, ok. Et les fondements cognitifs qui seraient l'apprentissage du soi à partir d'un échantillonnage qui est fait au hasard, comme je vais vous le montrer, et que ce serait surtout l'apanage de l'immunité adaptative, donc des anticorps et des récepteurs T. Alors, ça n'est pas entièrement faux, mais ça n'est pas entièrement juste, comme je vous le montrerai. Et puis, un autre facteur de confusion que j'indique dès maintenant et que j'éclaircirai à la fin, qui est le fait de l'identité immunologique de l'individu. Alors, l'identité immunologique, c'est quoi ? Traditionnellement, et c'est bien connu, c'est dans tous les manuels, notre système immunitaire est modelé par notre complexe majeur d'histocompatibilité, lequel est fort polymorphe, de telle sorte que vous et moi n'avons pas le même système immunitaire parce que nous n'avons pas les mêmes antigènes majeurs d'histocompatibilité, ou plus exactement, la probabilité que nous ayons les mêmes est extrêmement faible, de l'ordre de 1 sur 1 million. D'où les problèmes d'ailleurs de compatibilité des greffes, etc., qui sont bien connus. Donc la question que je poserai également, c'est celle du rapport qui existe entre l'identité et le soi. L'identité immunologique influe-t-elle sur la définition du soi ? Je vous montrerai que oui, mais dans quelles limites ? C'est ça la question sur laquelle je conclurai. Je vais rappeler et synthétiser quelques éléments extrêmement simples de discrimination structurale et biochimique des agents infectieux. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'il faut voir toutes les strates successives, enfin toutes les strates par lesquelles une discrimination peut s'effectuer, parce qu'à l'évidence, ce qu'a produit la sélection naturelle en matière d'immunologie, c'est tout utiliser. C'est vraiment d'utiliser tout ce qui pouvait être utilisé et jusqu'à certains détails tellement évidents qu'on ne les voit plus. Le premier d'entre eux, c'est que les micro-organismes et les pathogènes ont des tailles extrêmement différentes. Alors les virus, c'est petit, la taille en micron, c'est inférieur au micron. Les bactéries, c'est de l'ordre du micron en taille. Une levure, c'est un petit peu plus gros. Une cellule humaine, pour référence, ça fait entre 5 et 20 microns de diamètre, en gros. Et puis, vous avez des parasites qui, eux, font 10, 100 microns et plus, puisque l'agréable ténia peut faire jusqu'à 12 mètres de long, je crois, quand il a envahi l'intestin. Donc, vous avez des échelles de taille qui sont absolument colossalement différentes. Et évidemment, c'est une évidence, mais ça se reflète dans l'immunologie, la taille influe sur la pénétration et la circulation dans l'organisme. Alors, la circulation dans l'organisme, c'est quoi ? C'est le sang et la lymphe, qui incidemment sont des constituants majeurs de l'organisme. Le sang, c'est quand même 7 à 8%, et la lymphe, 15 à 20% du poids du corps, c'est considérable. Et il existe des partitions selon la taille. Et ces partitions selon la taille des micro-organismes et des molécules qui sont destinées à entraîner des réactions immunitaires sont en fait fléchées dans des circuits qui peuvent être différents selon leur taille. En gros, pour le faire simple, et vous avez deux excellents articles ici qui décrivent bien cette situation. En gros, la lymphe, c'est ce qui est petit. Et donc, c'est les plus petites molécules, les protéines de taille inférieure à 80 000 Dalton, par exemple, et notamment, comme on le verra aussi, un très grand nombre de peptides du soi. Les grosses molécules sont plutôt exclues et vont dans le sang. Et donc, ça flèche, si vous voulez, les unes et les autres pour des réactions immunitaires d'un autre qui peuvent être différentes. Un deuxième effet de taille, c'est la vitesse et même la capacité de circulation. La vitesse de circulation, elle dépend évidemment de la taille, et notamment si vous avez un parasite, par exemple, qui rentre dans le sang, la taille du parasite, ça va jouer sur sa vitesse de circulation, donc ça peut jouer sur les phénomènes immunitaires qui dépendent de cette vitesse de circulation et de recirculation. C'est l'une des différences très intéressantes entre deux plasmodies, le Plasmodium vivax
et le Plasmodium falciparum, qui sont tous les deux responsables de formes de malaria. Et l'infection des globules rouges par l'un entraîne une déformation des globules rouges qui les détourne de la rate où ils sont détruits. Donc c'est clairement un mécanisme d'évitement qui a été développé par ce parasite pour essayer d'échapper à certaines formes de système d'attaque immunitaire. De la même manière, vous avez ces cryptocoques qui peuvent exister dans différents états, et selon l'état, ils font 10 microns ou 100 microns. Et bien entendu, les réactions immunitaires par rapport à l'espèce, à la catégorie à 100 microns, est assez différente de celle de 10 microns, et notamment parce que les propriétés de phagocytose pour ingérer quelque chose de beaucoup plus grand qui fait 5 microns. Je vous rappelle que la taille d'une cellule, c'est de l'ordre d'une vingtaine de microns, donc commencer à bouffer quelque chose qui est 5 fois plus gros que vous, ça commence à poser quelques problèmes. Donc ce n'est pas exactement les mêmes mécanismes immunitaires qui opèrent, et c'est là encore, on peut le dire, probablement, ça peut être vu comme une stratégie d'échappement de ces cryptocoques par rapport donc à la phagocytose. Et puis je vous rappelle cet autre phénomène qui est médicalement important, qui est la formation des biofilms. C'est-à-dire que certaines bactéries, beaucoup de bactéries en fait, sont capables de s'installer dans un état d'une sorte de collectivité, d'organisation et de gestion métabolique d'ailleurs. Et ces biofilms sont les bactéries qui tapissent les tuyaux. Et les tuyaux, ce n'est pas seulement les cathéters, et de temps en temps, ce sont les tuyaux internes, l'urètre, etc. Et donc, il y a des problèmes très importants liés à la formation des biofilms. Lorsque les bactéries sont organisées dans les biofilms, leur métabolisme est suffisamment différent pour qu'elles échappent à beaucoup d'antibiotiques qui sont liés à l'action de bactéries en division, et pas du tout à l'état de bactéries qui sont organisées dans une communauté largement quiescente, qui échangent d'ailleurs de l'information par ce qu'on appelle le quorum sensing, et qui vit sa vie, si je peux dire, dans un état de société organisée. Et je vous rappelle donc que vous avez l'un des TLR qui joue un rôle particulier, l'un des toll-like récepteurs dans les infections urinaires, probablement pour cette raison. Il y a également des effets de géométrie. Donc je vais parler de la taille, mais vous avez des effets de géométrie. Dites-vous que dans l'organisme, les structures sont généralement assez peu répétitives. Et qu'en fait, l'agrégation, je l'ai déjà dit, l'agrégation qui crée des structures répétitives n'est pas un mécanisme, est un mécanisme qui est sous contrôle et sous contrôle de qualité, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes qui sont vraiment dévolus à éviter l'agrégation, à la fois les agrégats désordonnés qui peuvent poser problème dans la cellule parce qu'elles l'encombrent et qu'elles créent des problèmes de métabolisme interne, mais même des agrégats ordonnés ne sont assez peu fréquents. En conséquence de quoi, comme je vous l'ai expliqué d'ailleurs, mais je le résume ici à nouveau, on voit bien qu'à la surface des pathogènes, l'espacement et la densité de ce qui peut être reconnu par les anticorps est un facteur important d'immunogénicité et de reconnaissance par le système immunitaire. Alors, j'évite de vous montrer des images, mais vous avez bien vu ces capsides de virus qui sont hérités de petites antennes, etc., avec donc des espacements qui sont réguliers. Vous savez également que beaucoup de bactéries sont entourées de peptidoglycanes qui ont aussi une structure répétitive. Et vous savez que la structure des anticorps est telle qu'il y a un certain espacement qui fait que les deux moitiés de l'anticorps sont distantes d'une certaine longueur. Et donc, il faut bien qu'il y ait une certaine compatibilité entre ce que les anticorps reconnaissent et ce que les pathogènes leur présentent. Alors, bien entendu, et je reprends cet exemple parce que je le trouve tout à fait intéressant, et je l'avais donné dans la première leçon, je crois, bien entendu, les virus font ce qu'il faut pour essayer d'échapper à cette géométrie.
Et donc, une découverte très intéressante faite sur le VIH, c'est ce phénomène dit d'hétéroligation, dans lequel, apparemment, la maturation des anticorps produit des anticorps qui, en fait, sont bispécifiques, en ce sens que, bien que l'anticorps ait deux têtes qui ont la même structure, ils reconnaissent deux épitopes différents sur le virus, simplement parce que l'espacement des épitopes qui seraient optimaux de reconnaître a été calculé en quelque sorte ou sélectionné de façon telle que ça ne peut pas marcher. Et donc, l'anticorps résout le problème en devenant hétérospécifique. C'est ce qu'on appelle donc l'hétéroligation. C'est un phénomène dont on ne connaît pas la généralité. Il a été découvert depuis relativement peu de temps. Alors en gros, les anticorps ont la même géométrie, sauf peut-être d'ailleurs, et je n'ai pas vu de littérature là-dessus, sauf peut-être les IgM sous forme de pentamères qui permettent éventuellement un espacement différent des sites à reconnaître. Pour vous rappeler également qu'il existe des sous-catégories de cellules B, dites T indépendantes, qui sont tellement organisées pour reconnaître, les structures très répétitives et qui constituent en fait une ligne de défense immédiate dans l'organisme. Ça, c'est du rappel pur et simple. C'est vraiment la discrimination biochimique par des récepteurs spécifiques. C'est tout ce qui touche à l'immunité innée. Je vous rappelle donc l'existence de tous ces récepteurs cellulaires, les TLR, les RLR, les NLR, les CLR, qui sont donc des catégories de récepteurs qui sont à la surface des cellules de l'immunité innée, mais également, pour certaines d'entre elles, de l'immunité adaptative. Et c'est un pont, je pense, extrêmement important. Et puis des molécules de l'immunité immorale, le complément bien sûr qui est connu depuis très longtemps, les pentraxines qui sont un peu plus récentes, enfin surtout la pentraxine 3, et les IgM naturels qui constituent beaucoup de lignes de défense de l'immunité innée. Je vous rappelle également que les TLR, RLR, NLR sont des classes de récepteurs relativement peu abondantes, disons entre 3-4 pour les RLR, une douzaine pour les TLR, une vingtaine pour les NLR. Et en revanche, les CLR, c'est une classe très abondante, il y en a peut-être jusqu'à 1000 dans l'organisme, et on est très très loin de les connaître tous. L'idée générale, bien sûr, là, c'est que l'agent infectieux qui se fait couper en rondelles, décomposé en un certain nombre de motifs, et qu'il y a une analyse combinatoire d'un certain nombre de ces motifs qui finit par être intégré dans le système immunitaire, notamment par les cellules dendritiques, pour donner, mais pas uniquement, pour donner des signaux qui orientent la réponse immunitaire vers un certain nombre de façon relativement spécifique et probablement adaptée à la lutte contre l'agent infectieux en question. Je vous rappelle aussi que j'ai lourdement insisté sur les effets de localisation et sur le fait que une bonne manière de détecter quelque chose d'étranger, c'est que ce soit quelque chose de bizarre. Et quelque chose de bizarre, c'est quelque chose qui se trouve là où ça ne doit pas être. Et par exemple, quand il y a de l'ADN dans une vésicule cytoplasmique, eh ben, ce n'est pas normal et du coup, ça peut mobiliser le système immunitaire. Et donc, la spécificité de la discrimination est souvent influencée ou dépendante de la topologie. Je voudrais vous dire que tout cela, ce n'est pas que théorique et que ça a des implications pratiques. Et j'ai choisi comme exemple un certain nombre d'implications pratiques pour la vaccination, c'est-à-dire pour la conception des vaccins. Alors, la conception des vaccins, tout le monde voudrait que la conception des vaccins soit rationnelle, tout le monde voudrait d'ailleurs que ce soit l'âge d'or des vaccins. Je n'ai pas l'impression qu'on soit totalement encore dans la conception rationnelle des vaccins, ni même dans leur âge d'or, pour des tas de raisons que je discuterai la semaine prochaine, mais enfin, il y a effectivement des progrès importants qui sont faits. Alors, bien sûr, les propriétés des antigènes que l'on utilise pour la vaccination sont importantes. Donc la taille, la forme, la charge, l'hydrophilicité ou phobicité, la structure particulière,
et puis on peut utiliser des adjuvants de vaccination qui donc aident à développer et à orienter les réponses immunitaires. Et il y en a plein. Alors il y a des liposomes, des microparticules, et puis ensuite vous avez maintenant bien sûr une énorme recherche qui est en cours sur des ligands de tous ces récepteurs que je vous ai montrés, tels que les TLR particulièrement. Et donc, vous avez une partie de l'industrie pharmaceutique qui est orientée vers la recherche d'agonistes ou d'antagonistes de ces TLR pour développer des molécules qui pourraient servir d'adjuvants et orienter les réponses immunitaires. Alors, ceci étant dit, juste pour vous montrer quand même en quoi la géométrie et la taille sont importantes, indépendamment de toutes les autres fonctions immunitaires que l'on peut imaginer, je vous montre simplement ce cliché. Ce cliché qui rappelle, qui synthétise bien à mon avis, d'une part, les tailles des agents infectieux sur une échelle logarithmique en nanomètres. Donc les protéines, les sous-unités vaccinantes ici, les virus, les bactéries, etc., les champignons et les protozoaires ici. Et le point important, c'est que vous avez ici en gros les limites de l'efficacité d'entrée dans les vaisseaux lymphatiques qui orientent la réponse immunitaire. Et ici, l'autre mécanisme qui est l'efficacité d'absorption par les cellules présentatrices d'antigènes, disons, pour faire simple, les cellules dendritiques. En effet, vous avez en gros deux manières pour un antigène d'atteindre le ganglion où vont s'organiser et se déclencher les réponses immunitaires. La première, c'est que l'antigène y parvienne directement par la lymphe. Et la seconde, c'est qu'il y parvienne par le biais des cellules dendritiques qui sont mobilisées au site de l'infection et qui, comme je vous l'ai dit la dernière fois, mettent peut-être jusqu'à une journée pour crapahuter jusqu'au ganglion drainant le plus proche, mais elles crapahutent chargées de l'antigène en question et donc elles véhiculent effectivement l'antigène jusqu'au ganglion. Et donc vous voyez que selon ce qu'on veut faire, on peut utiliser un certain nombre de choses avec des tailles différentes. Les VLP, c'est des particules, c'est intéressant, c'est quelque chose qui est des capsides virales débarrassées d'acides nucléiques. Donc on bricole et on fabrique ça, quoi. Et donc elles ont naturellement, si on peut dire, par construction, elles ont d'abord une taille congrue et une géométrie qui elle aussi est congrue, qui fait qu'elles ont effectivement le nombre d'entités qui sont capables d'activer rapidement, efficacement une réponse de type anticorps, une réponse de type B. Donc vous avez d'autres choses, des microparticules qui sont plus grandes, vous avez des émulsions, vous avez des liposomes, des virosomes, enfin bref, là se trouve là. Bref, vous avez toute une batterie d'agents qui peuvent influer et aider une réponse immunitaire, mais vous voyez bien évidemment qu'il faut considérer leur mode d'action, notamment en fonction de leur taille, avec les conséquences que cela a sur la circulation interne dans le système immunitaire et l'organisme. J'ai voulu vous citer ici un article récent qui commence à résoudre un vieux problème de vaccinologie. Pendant des décennies, les vaccinologues se sont interrogés, sinon battus, parce que les vaccinologues ne sont pas toujours des gens très tendres, sur la question des vaccins vivants par rapport aux vaccins tués. Les vaccins vivants étaient toujours réputés bien supérieurs aux vaccins tués, presque des pasteurs. Hein. On parlait de vaccins atténués plutôt que de vaccins tués, etc. Évidemment, c'est différent entre les virus et les bactéries, et je parle ici des bactéries. Et ça, c'est un article qui est vraiment intéressant parce que les auteurs ont pris le taureau par les cornes et ils ont simplement décidé de regarder ce que faisait un colis vivant par rapport à un colis tué par la chaleur avec les instruments modernes que l'on peut avoir aujourd'hui en termes d'investigation et de recherche d'effets. Et donc, ils ont trouvé que le colis vivant, il induit une interleukine qui est inflammatoire, qui est l'interleukine 1 bêta, alors que le colis tué par la chaleur, il ne fait pas ça.
Donc ils ont fouillé, ils ont regardé, ils ont etc., et ils sont aperçus que la différence entre les deux, elle vient de l'ARN messager, qui est détruit partiellement par la chaleur dans le vaccin tué. Et l'ARN messager s'avère être un signal qui est repéré par l'inflammasome probablement, et qui donc est finalement un signal également un signal d'étrangeté, si je peux dire, ou d'étranger, en tout cas quelque chose qui est repéré par le système immunitaire d'une manière spécifique. Quand on regarde dans l'ARN messager ce qui est spécifique, ce qui déclenche cette réaction, parce que vous pourrez dire les ARN messagers ils sont tous pareils, quoi, hein. Un ARN messager, c'est une copie d'ADN. Ben, d'abord, ce n'est pas vrai, c'est-à-dire qu'il y a des différences entre les ARN messagers des eucaryotes et les ARN messagers des bactéries et des prokaryotes. Et il y a plusieurs types de différences. Vous avez le CAP, vous avez le POLIA, voilà, beaucoup ici savent ça par cœur. On sait que les récepteurs de type RIG, dont je vous ai parlé, reconnaissent d'ailleurs des structures en 5' et font la différence là-dessus. Mais il y a encore d'autres différences qui sont liées maintenant à l'absence de POLIA et probablement à des structures secondaires tout à fait en début de l'ARN messager. En tout cas donc, la différence entre vaccin vivant et tué est aujourd'hui partiellement élucidée et ramenée à la question de leur ARN messager. Alors, je change maintenant complètement de registre et vous aurez compris que je ne vais pas traiter la totalité de la question de la discrimination entre soi et non-soi. Et notamment, je ne vais pas vraiment parler des cellules B, qui sont, où il y a pourtant de très jolis et importants problèmes. Mais je vais vous parler des cellules T. Et donc, je vais vous parler de la présentation des peptides et des lipides aux cellules T. Donc je reviens aux fondamentaux. Les fondamentaux, ce sont les molécules dites classiques du complexe majeur d'histocompatibilité. Et celles-là, elles présentent des peptides. Je vous avais montré leur structure. Vous avez deux hélices alpha sur un plateau de feuillet bêta. Ça fait une espèce de mâchoire. Et le peptide vient se loger au milieu. Comme je vous l'ai dit, c'est une invention étonnante et géniale que d'arriver à faire des protéines composites. Et ce sont des protéines composites que ces molécules du système majeur d'histocompatibilité par rapport aux gènes composites qui constituent les anticorps. Donc c'est une sorte de symétrique. Alors, vous avez deux classes d'antigènes majeurs d'histocompatibilité, de classe 1 et de classe 2. Les antigènes de classe 1 présentent surtout ce qui vient de l'intérieur de la cellule. Les antigènes de classe 2 présentent surtout ce qui est internalisé par des vésicules, qui vient de l'extérieur et qui est internalisé par des vésicules. Et tout ça donne généralement naissance, les uns à des cellules T CD8+, qui sont activées, les autres à des T CD4+. Tout ça est bien connu. Vous avez un mécanisme de défaut, comme on dit, de rappel, qui fait que dans certaines conditions, les protéines ou les agents exogènes qui sont ingérés dans ces vésicules, il y a un petit circuit de travers qui fait que ça finit de temps en temps par la présentation par des antigènes de classe 1. C'est ce qu'on appelle la présentation croisée. Donc, vous avez ce système de présentation qui est vraiment tout à fait remarquable, qui est une sorte de dérivation opérée au plan immunologique sur les systèmes de dégradation des protéines, des systèmes de dégradation tout à fait ordinaires. Pardon. Une cellule, sa vie, si ça synthétise des protéines, c'est que ça en dégrade quelque part quand c'est à l'équilibre. Et donc, évidemment, il y a dans l'organisme des systèmes de dégradation très, très sophistiqués. Et le système de dégradation qui aboutit à la production de peptides présentés par les antigènes majeurs d'histocompatibilité a été analysé avec énormément de détails. Il est vraiment connu dans beaucoup de ces étapes. Notamment, vous avez des transporteurs, vous avez vous avez plein de choses, etc. Ce que je voulais vous mentionner, c'est qu'on peut faire une espèce de méta-expérience qui est assez amusante, que j'avais faite d'ailleurs il y a quelques années lorsque j'ai présenté un cours plus détaillé sur cette question. La méta-expérience, c'est de prendre les pathogènes connus
et de voir ce que les uns et les autres peuvent produire comme système qui bloque une des étapes de cette voie de présentation des peptides. Pourquoi ? Parce qu'à l'évidence, c'est une des voies principales et indispensables par lesquelles l'agent infectieux est signalé au système immunitaire. Et donc, arriver à échapper à ça, pour le virus, la bactérie ou je ne sais pas quoi, c'est une manière d'échapper au système immunitaire. Donc, vous avez plein de systèmes qui disent, qui ont pour objet de bloquer telle ou telle étape du processus. Et donc, le résultat de la méta, si je peux dire, expérience, c'est que lorsque vous cumulez la totalité de ce que vous trouvez dans la littérature avec différents agents infectieux, ça part des herpès, du HIV, de tout ce que vous voulez, vous cartographiez à peu près tout le circuit. C'est absolument extraordinaire, c'est-à-dire que toutes les possibilités ont été exploitées par tel ou tel agent infectieux pour bloquer effectivement le système de présentation des antigènes de classe 1. Le cas des lipides, je me permets d'insister dessus parce que c'est un domaine un peu négligé. Vous avez un système de présentation de lipides par les molécules dites non classiques du complexe majeur d'histocompatibilité. Vous avez 5 gènes CD1 chez l'homme et chacune de ces molécules, chaque CD1, a un circuit, un trafic intracellulaire particulier que l'on peut interpréter comme voulant dire qu'il surveille un territoire donné à l'intérieur de la cellule. Donc, il n'y a pas que les protéines qui soient sous surveillance, les lipides sont sous surveillance, et vous avez des mécanismes d'évasion des pathogènes par rapport à cela, et notamment de l'herpès, de Mycobacterium, de la tuberculose, mais aussi du VIH, où vous avez une protéine du VIH qui s'appelle VPU, qui bloque la présentation de lipides. Et c'est en soi une indication très forte que ce système de présentation des lipides est important pour les agents infectieux, de telle sorte qu'ils développent des mécanismes qui le bloquent. J'en arrive maintenant au système de sélection positive et négative des cellules T alpha-bêta dans le thymus. C'est un système extrêmement compliqué. Je vous ai montré comment les cellules T immatures arrivent dans le thymus. Elles sont immatures. Et elles sont confrontées au hasard, mais avec une circulation organisée, mais elles sont confrontées au hasard au complexe du CMH avec les peptides du soi. La première chose qui se passe, c'est qu'elles reçoivent un signal positif, un signal de survie, en fait, si elles reconnaissent faiblement, dit-on, un complexe quelconque du CMH avec le soi. Et de là provient l'apprentissage, entre guillemets, du complexe majeur d'histocompatibilité et du soi par les cellules T. Ensuite, les bons livres nous apprennent que la sélection négative opère et que les cellules T qui reconnaissent fortement et qui se collent fortement à des complexes CMH peptides du soi sont délétées. En d'autres termes, ils connaissent l'apoptose. Et donc, bien entendu, ce mécanisme enlève de l'organisme les cellules T qui sont les plus autoréactives. Donc, effectivement, vous avez une délétion de ce qui est autoréactif, mais pas de tout ce qui est autoréactif. C'est ça le problème. Et par ailleurs, voyez bien que le système de sélection positive élimine du système des cellules qui ne reconnaîtraient absolument pas, qui auraient un récepteur T qui ne reconnaîtrait absolument pas le complexe majeur d'histocompatibilité associé aux peptides de l'organisme. Et donc, ça déclenche l'apoptose indirectement. C'est l'absence d'un système de survie qui déclenche l'apoptose. Et donc, vous avez bien une double sélection positive et négative. Quelles sont les sources des peptides du soi ? Comme je vous l'ai dit, elles viennent des cellules du thymus elles-mêmes, mais il y en a d'autres qui sont apportées par la lymphe. Alors ça, c'est un peu rassurant parce que s'il y en a qui viennent de la lymphe, ça veut dire qu'il y en a qui viennent de l'extérieur du thymus. Et donc, la sélection négative et l'élimination des cellules les plus autoréactives
ne touche pas que des peptides ou des protéines exprimées dans le thymus. Vous avez un supplément qui provient de la circulation et notamment de la circulation lymphatique. Et puis vous avez cette découverte absolument extraordinaire, que j'ai trouvée extraordinaire, de la protéine R, qui est une protéine, enfin, qualifiée plus ou moins d'un facteur de transcription, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué et que cette R est entourée d'un agrégat de, je sais pas, une vingtaine de facteurs différents. Enfin, donc c'est une affaire qui est complexe sur le plan moléculaire. Mais R a pour résultat de déclencher l'expression stochastique de gènes qui sont normalement exprimés à la périphérie par des cellules stromales de la médulla. Je me rappelle très bien de la première description où un chercheur avait décrit qu'il avait des anticorps qui reconnaissaient une kératine 13, je crois, parce qu'il y a plusieurs types de kératine, et que, curieusement, ça marquait quelques cellules dans le thymus. Bien entendu, tout le monde, enfin personne n'y avait cru, mais la vérité, c'est qu'il avait absolument raison, et que cela détectait cette expression stochastique de protéines exprimées à la périphérie, qui fait que le thymus exprime donc non seulement ses propres protéines, mais un échantillon stochastique aléatoire de protéines, ou apparemment aléatoire, de protéines qui viennent d'organismes de cellules différenciées. Et donc cela élargit le spectre de la destruction des cellules autoréactives, et donc cela contribue évidemment à la tolérance. Il faut vous dire que l'une des raisons pour lesquelles il est évident que cela joue un rôle important dans la tolérance aux soies, c'est qu'il existe des mutants de cette protéine, enfin de ce gène, pardon, chez la souris et comme chez l'homme, et que ces mutants, chez l'homme notamment, ces malades connaissent des maladies auto-immunes graves, c'est un syndrome qu'on appelle l'APCED. Alors, ça pose plein de questions et j'en arrive au cas de ces cellules T régulatrices qui sont des cellules T classiquement dérivées des T CD4+, mais qui mûrissent plus ou moins dans le thymus. Ces cellules T régulatrices sont extraordinairement importantes, mais posent énormément de problèmes. Et on ne sait pas encore exactement comment elles sont réellement, de quel antigène elles sont spécifiques, alors qu'il y a des expériences qui indiquent qu'elles sont, dans une certaine mesure, spécifiques de certains antigènes ou au moins de certains tissus. L'une des hypothèses qui est assez amusante, c'est que, au fond, ça n'est qu'une hypothèse, c'est que ces cellules T régulatrices pourraient reconnaître justement les antigènes exprimés de façon stochastique par R, donc des antigènes périphériques, et elle les reconnaîtrait parce qu'ils sont moins fréquents. Et ça amène à quelque chose sur lequel j'avais pas mal réfléchi et travaillé avec un modèle qui était complètement, enfin qui je crois était à peu près faux, mais c'était quand même intéressant, quoi. Qui était que l'idée que les cellules T dans le thymus jouaient au ping-pong, c'est-à-dire qu'elles bugnaient d'abord un complexe, puis encore un autre, etc., et que la probabilité de trouver deux complexes identiques pouvait déclencher un signal qui donnait une indication de la nature du peptide, donc très abondant ou pas abondant, etc. Et donc, l'une des idées qui se développe à propos de cela, c'est que le signal par lequel les T régulatrices se différencient des T naïves qui ensuite vont sortir à la périphérie, le signal pourrait se construire de façon différente en fonction de la fréquence des peptides qu'elles rencontrent. Et à l'évidence, les peptides venant de la périphérie vont être moins fréquents parce que les sources sont moins abondantes que les peptides strictement soit des protéines complètement domestiques qui sont présentées dans le thymus. C'est donc une hypothèse, mais c'est une hypothèse qui sera intéressante de suivre. Alors, pour avancer dans ce domaine, je vous dirais qu'il y avait d'autres cellules T qui sont sélectionnées dans le thymus. Vous avez des cellules T gamma-delta et le ligand, ou l'un des ligands qu'elles reconnaissent dans le thymus a été identifié récemment, ça s'appelle SCINT1. Et les cellules NKT qui reconnaissent les lipides sont également sélectionnées dans le thymus.
Et l'un des ligands qui permet la sélection dans le thymus a été identifié très récemment, c'est sous presse. Et en fait, c'est un lipide qui est dérivé des peroxysomes et sans lequel les cellules INKT, donc qui reconnaissent les lipides, émergent beaucoup moins abondamment à la périphérie. En plus de tout ça, pour contribuer à la tolérance, vous avez des sélections périphériques dont les caractéristiques générales sont les suivantes. À la périphérie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le thymus, il envoie dans la périphérie, dans la lymphe, et puis ensuite dans le sang, mais surtout dans les organes lymphoïdes, il envoie des millions de cellules T, qui sont qualifiées de naïves, et puis vous avez quelques T régulateurs, enfin des T régulatrices, voilà. Et tout ce petit monde vit, se différencie, et la question est de savoir si ça reste identique à ce que c'était, ou si ça évolue encore en périphérie. Évidemment, ça évolue encore en périphérie, et vous avez dans la périphérie nombre de dispositifs qui sont complémentaires et qui renforcent la tolérance au soi. Et quand ces mécanismes ne fonctionnent pas, là encore, vous avez des désordres dans l'organisme. Alors, il se passe plusieurs choses. Vous avez des diversifications de lignage, et c'est notamment le CD4+, CD8+, ça se fait dans le thymus, mais ensuite, vous avez des CD4+, qui donnent toutes sortes de sous-populations dérivées, et ces sous-populations dérivées sont plus facilement caractérisées, enfin, elles sont bien caractérisées, lorsqu'on s'aperçoit qu'elles correspondent notamment à l'activation de facteurs de transcription déterminés. Donc ça, c'est un marqueur, un critère qui permet de vraiment classer ces cellules, parce que très souvent, les marqueurs de surface qui permettent de trier ces cellules, d'ailleurs, ce qui est extrêmement utile, ne sont pas forcément totalement univoques ou biunivoques. On s'en est beaucoup aperçu avec les T régulatrices, où finalement le facteur de transcription FOXP3 constitue maintenant un des marqueurs les plus suivis, même si lui-même n'est pas un marqueur absolu. En tout cas, donc, vous avez toutes sortes de choses qui se passent à la périphérie, bien entendu. Vous avez une classe bizarroïde de cellules qu'on appelle les émigrants thymiques récents, dont on a cru que c'était des cellules réellement naïves, et puis en fait, ce n'est pas des cellules réellement naïves. Curieusement d'ailleurs, et je n'ai toujours pas très bien compris comment ça se passe, même chez l'homme mûr et relativement âgé, où le thymus a évolué, il y a une production assez abondante de ces immigrants thymiques récents, et il semble avoir un rôle intéressant. En tout cas, il y a notamment des contrôles de qualité, si l'on peut dire, des sélections thymiques. Et l'on sait par exemple qu'aujourd'hui, les cellules naïves qui circulent à l'extérieur, de temps en temps, c'est bien qu'elles reçoivent un petit signal de survie en reconnaissant un complexe majeur d'histocompatibilité avec un peptide du soi. Ça leur donne une petite poussée pour survivre, etc. Et si on élimine ça, on déclenche une baisse des cellules T en périphérie, et puis vous avez des systèmes de sélection négative, et puis vous avez le rôle des T régulatrices sur lesquelles je vais vous donner quelques indications supplémentaires. Alors ces cellules T régulatrices, elles ont une histoire absolument formidable, parce que d'ailleurs le thème de T régulatrice est une sorte d'imposture de langage. Elles sont bien régulatrices, mais en fait, il y a une histoire des cellules suppressives en immunologie qui est une histoire douloureuse, parce qu'elle a donné lieu à une sorte d'errance scientifique dont les immunologistes n'ont pas voulu endosser une moindre responsabilité supplémentaire en rebaptisant d'autres cellules suppressives. En fait, les T régulatrices sont largement suppressives, et pour nous ramener à cette question que j'ai discutée la fois dernière de leur localisation dans l'organisme, qui est un point très important en matière d'équilibre du système immunitaire, elles expriment des récepteurs de type CCR, les récepteurs pour les chymokines, et vous en avez toute une catégorie, et donc on n'a pas encore, je pense, de loin, une description exhaustive des différents sous-types de T régulatrices.
l'un des paramètres qui les différencie, c'est très clairement ces récepteurs de chemokine qui les envoient les unes vers les ganglions, vers les tissus enflammés, la peau, etc. etc. Et donc là, il y a un problème de localisation très, très important. On se demande réellement si ces T régulatrices sont assez spécifiques de tissus. Les études de répertoire des cellules, des récepteurs T qu'elles portent à leur surface ne donnent pas de réponse extrêmement claire sur le fait que les populations soient vraiment différentes les unes des autres. Certaines études disent oui, d'autres sont moins claires. Et la question de leur localisation tissulaire est, je pense, une question tout à fait fondamentale. En tout cas, leur intervention dans la et c'est quoi leur intervention? D'abord, elles interviennent dans la régulation des réponses anti-infectieuses et en fait de toutes les réponses immunitaires, y compris les réponses inflammatoires au sens large. La raison est extrêmement simple, c'est que quand vous avez une réponse immunitaire, elle se développe et il y a un moment où il faut qu'elle s'arrête. Donc il y a un problème d'homéostase qui est posé, de rétroactivité, et les cellules T régulatrices participent à ça. Elles contrôlent donc, ou elles aident à contrôler l'ampleur des réponses effectrices, avec parfois des effets paradoxaux. Par exemple, il a été montré que dans certains modèles d'infection, les T régulatrices empêchent le système immunitaire d'opérer une éradication complète du micro-organisme. Mais d'un autre côté, l'infection continue à bas bruit. Vous savez qu'au fond, être vacciné, ce n'est pas forcément éradiquer l'agent infectieux. L'important, c'est de bien vivre. Donc l'éradication et la stérilisation ne sont pas forcément des objectifs obligatoires. Donc, dans ces infections à bas bruit, le caractère amusant, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que l'infection chronique à bas bruit réactive les cellules mémoire régulièrement, si bien qu'en fait, l'individu est phénotypiquement résistant, il est immunisé, il est phénotypiquement résistant, alors que quand on élimine les cellules T régulatrices, on élimine complètement l'agent infectieux et puis on n'a plus de mémoire, ou pas assez de mémoire pour résister à l'agent infectieux. Donc, vous voyez que les effets ne sont pas forcément univoques. On trouve que ces T régulatrices interviennent dans un nombre incroyable de pathologies auto-immunes et de pathologies diverses telles que l'asthme. Comment ça marche? Il y a énormément de travaux sur la question et ça intervient vraiment dans à peu près, presque tous les types de maladies. On cherche des T régulatrices, on en trouve. On a essayé de rationaliser tout ça, et donc la manière de rationaliser, c'est de se dire qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être du quantitatif ou ça peut être du qualitatif. Donc ça peut être du quantitatif. Si une maladie auto-immune se développe, c'est que le système immunitaire fait mal son boulot. S'il fait mal son boulot, et si c'est lié aux T régulatrices, ça peut être que les T régulatrices sont en nombre insuffisant ou excessif. Donc ça, c'est le quantitatif. Et généralement, on pense plutôt en nombre insuffisant. La réponse, c'est que ça a été regardé dans toutes les pathologies que j'ai citées ici, et que dans les 2 tiers des pathologies, en gros, c'est bien détaillé dans l'article que je vous cite, dans les 2 tiers, une bonne partie de ces pathologies, oui, il semble qu'il y a un petit peu moins de cellules T régulatrices que d'ordinaire. Okay. Mais dans d'autres, ce n'est pas absolument évident. Donc le quantitatif n'a pas l'air totalement déterminant, en tout cas. Bien entendu, quand on détermine le quantitatif, surtout chez l'homme, dans beaucoup de cas, on regarde ce qu'il y a dans le sang. Alors évidemment, c'est une grosse inconnue, parce que ça ne veut pas dire qu'on mesure ce qu'il y a au site de l'inflammation ou de la pathologie. On peut le mesurer dans certains cas, par exemple dans l'arthrite rhumatoïde, on prélève les liquides synoviales et là on sait déjà un peu mieux ce qui se passe. Bref, donc si vous voulez, selon les cas, on peut être un peu plus précis ou non, mais en gros, le côté quantitatif n'a pas l'air de tout expliquer. Le côté qualitatif maintenant, ça voudrait dire que les T régulatrices, elles sont un peu fatiguées ou pas complètement, elles font pas bien leur boulot.
Et donc, là encore, il y a beaucoup d'indications que c'est le cas et que les T régulatrices sont effectivement un petit peu chahutées dans leur mode d'action. Mais je pense que la vérité de dire est que l'argument que j'indiquais, à savoir que ce qu'on voit dans le sang n'est pas forcément ce qui se passe au lieu du crime, est évidemment valable. Et deuxièmement, je pense qu'on nage dans un problème qui est probablement beaucoup plus complexe, dans la mesure où on n'a pas, me semble-t-il, une véritable description suffisamment exhaustive des différents sous-types de T régulatrices, de telle sorte qu'au fond, on ne sait pas distinguer si c'est l'ensemble qui est un petit peu déficient ou si c'est une catégorie spécifique qui est vraiment déficiente dans un ensemble qui ne l'est pas. Donc, si vous voulez, c'est un domaine de recherche en pleine expansion, très important, indubitablement, et où je pense qu'il faut encore attendre énormément de résultats. Et puis, vous avez le pendant de tout ça, parce que c'est comme dans les infections virales. Enfin, là, on parle d'auto-immunité et pas d'infection, mais de la même manière, vous pouvez imaginer que les cellules qui sont la cible échappent à l'action des T régulatrices. Il se peut que les T régulatrices soient en pleine forme, et il se peut que le tissu soit devenu résistant, pour telle ou telle raison, aux T régulatrices, et c'est là encore une hypothèse qui a une certaine crédibilité dans certaines pathologies. Donc, ce domaine est très enfin, il avance, mais il est encore mouvant. Un autre secteur très important, c'est que ces cellules T régulatrices sont transférables. Et il y a tout un secteur de recherche qui est entré en clinique maintenant, qui, avec quelques difficultés, mais quelques succès, c'est ce qu'on appelle la tolérance infectieuse. Ça avait été brillamment démontré chez l'animal par des transferts de cellules. Et c'est finalement la meilleure preuve, si vous voulez, que la tolérance n'est pas uniquement due à une délétion, parce que si c'était uniquement dû à une absence, on comprendrait assez mal comment on peut la transférer. C'est beaucoup plus facile de comprendre comment elle est transférable à partir du moment où il y a des éléments actifs de tolérance. Les T régulatrices en font partie et elles constituent donc une cible thérapeutique qui peut être, qui pourrait devenir importante, bien qu'encore une fois on en soit encore tout à fait au début. Et puis, juste pour en conclure, je voudrais dire qu'il y a un parallèle à faire avec les cellules B, mais il existe aussi des B régulatrices qui n'ont pas exactement les mêmes caractères, mais je n'ai pas le temps d'entrer dans ces domaines. Mais il y a chez l'homme notamment des B régulatrices qui expriment des interleukines suppressives comme l'interleukine 10, et c'est encore un domaine en pleine expansion. Alors, ce que je voudrais faire, c'est passer maintenant à l'un de mes exercices favoris, c'est-à-dire d'essayer de vous donner une vision un peu plus systémique de la discrimination entre soi et non-soi. Une vision systémique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, c'est une propriété d'un système beaucoup plus qu'une propriété d'un certain nombre de ses éléments. C'est quelque chose sur lequel je vais revenir et je reviendrai la fois prochaine encore beaucoup plus abondamment. Il y a beaucoup de mécanismes de tolérance au soi. Comme je vous l'ai dit, c'est l'accumulation de toute une série de processus, et puis ça aboutit au fait que ça marche. On peut dire les choses comme ça. Et donc vous avez plein de mécanismes, que je vous en ai cité un certain nombre. Vous avez des éléments cryptiques, vous avez des absences de récepteurs, vous avez vous avez plein de choses. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et donc, la tolérance, pour moi, doit être comprise comme une accumulation d'un certain nombre de choses, mais on aimerait quand même, en tant que système, essayer de faire sens de tout ça. Pour faire sens de tout ça, je pense qu'il faut distinguer la réponse au non-soi de la tolérance au soi. Ce n'est pas le tout d'être tolérant au soi, il faut encore répondre. Il faut encore qu'une réponse immunitaire ait lieu. Je vous ai donné quelques éléments de réponse, et ceux-là ne sont pas exhaustifs. Par exemple, qu'est-ce qui fait qu'un antigène est perçu comme étranger et va déclencher une réponse? Comme je vous l'ai dit, par exemple, il y a un truc tout bête, c'est qu'il est là au mauvais endroit et au mauvais moment. Bon, ça, c'est un signal très fort pour le système immunitaire, pour entraîner une mobilisation.
Ça n'a pas grande spécificité biochimique, c'est juste, encore une fois, une question de temps et de localisation. Il peut avoir des caractéristiques structurales particulières, je vous ai parlé de la répétitivité de la taille, etc., plus les caractéristiques biochimiques. Il y a évidemment des effets de seuil, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des éléments du soi qui sont reconnus comme tels et ça ne pose aucun problème. Et si la concentration augmente de 20 fois, ben, ça peut déclencher des mécanismes, tout le monde peut comprendre ça. Et puis bien sûr, les cellules capables de reconnaître, ça c'est toute la problématique des cellules B et des cellules T capables de reconnaître le monde étranger. Alors, je voudrais arriver à ce point que, selon moi, la réponse adaptative, pour parler d'elle, est remarquablement robuste. Et elle est remarquablement robuste vis-à-vis d'au moins 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est la fonction identitaire du complexe majeur d'histocompatibilité. Comme je vous l'ai dit, nous avons des complexes majeurs d'histocompatibilité qui sont tellement polymorphes qu'ils varient d'un individu à l'autre et qu'en gros, ils sont presque toujours différents. Bon, donc c'est un polymorphisme considérable. Que fait le complexe majeur d'histocompatibilité ? Que font les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité ? Leur fonction première, c'est de fabriquer ces complexes avec des peptides, ce sont donc ces protéines composites, mais comme c'est polymorphe, ce qu'elles font, ces molécules, c'est qu'elles sélectionnent des sous-ensembles des peptides du soi. Et donc, votre complexe majeur d'histocompatibilité sélectionne un certain sous-ensemble dans l'ensemble des peptides du soi. Je vous rappelle qu'il y a des milliards de peptides du soi possibles, et donc on sélectionne, je ne sais pas, 1%, je ne sais pas exactement. Et puis un autre système d'histocompatibilité, le mien, va sélectionner un autre, etc., etc. Comme vous l'avez compris, dans le thymus, les répertoires se fabriquent à partir de ces peptides du soi et des complexes majeurs d'histocompatibilité, ça veut dire que les répertoires des cellules T sont différents d'un individu à l'autre. Il n'y a aucun moyen d'y couper, c'est obligatoire. Donc, le polymorphisme entraîne une différence dans les répertoires. Nous sommes différents immunologiquement. OK. Bien entendu, vous savez ce que ça donne au niveau des greffes, je n'en reviens pas là-dessus. Maintenant, je prends un autre paramètre qui est moins couramment apprécié, qui est le suivant. Et ça peut paraître tout bête, mais une souris, c'est quand même 3000 fois plus petit qu'un bonhomme. Et vous avez 3000 fois moins de cellules T dans une souris qu'un bonhomme. Vous avez néanmoins une observation qui est la suivante, c'est qu'en gros, on arrive à faire un anticorps contre n'importe quoi chez la souris. Ce qui veut dire que le répertoire de la souris n'a pas vraiment de trou. Il arrive à reconnaître à peu près tout. Alors on fait encore une autre expérience. On prend une souris dans laquelle on fait un knockout contre l'enzyme qui s'appelle la terminale déoxynucléotidyltransférase, ce qu'on avait fait dans le labo. Ça diminue d'un facteur 10 le nombre de cellules T. On immunise, ça continue à faire des anticorps. Ce qui veut dire qu'avec un nombre relativement limité de cellules T, on arrive quand même à reconnaître l'ensemble du monde. Et idem pour les anticorps. Comment est-ce que ça, c'est possible ? Je pense que ça nous ramène à un papier ancien de Grossman et Bill Paul, qui considérait en gros que les cellules T étaient en quelque sorte des automates, dotés d'une certaine autonomie, qui étaient capables de modifier leur niveau de réactivité. Et pardon, je vous invite à réfléchir à cette question, parce que dans une réponse immunitaire, on voit bien, et d'ailleurs M. Bousseau ici présent l'avait démontré en son temps, qu'il y a recrutement d'un certain nombre de cellules T qui ont une avidité plus ou moins forte contre l'antigène. Et ensuite, la réponse immunitaire, selon moi, tente à s'homogénéiser. Et selon Grossman et Paul, elle s'homogénéise parce que les cellules adaptent leur niveau d'affinité et d'avidité en fonction de la réalité de la réponse. Donc, si vous recrutez si vous recrutez une cellule T qui a un récepteur de faible affinité,
eh ben, la cellule va monter ou modifier son niveau de réactivité de telle sorte à ce que ça marche quand même. Voilà ce que ça veut dire. Okay. Et donc, moi, cela m'amène à virtualiser la question de la reconnaissance entre soi et non-soi, et je vous invite à la réfléchir de la façon suivante. Je dis tout de suite, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord. Dans les systèmes complexes, pour arriver à eux, les systèmes complexes sont des systèmes où il y a un très très grand ensemble d'éléments avec un très très grand ensemble de relations différentes entre les éléments. Et je vous ai déjà dit que pour moi, un gaz n'était pas un système complexe, parce que c'est finalement assez simple. Et c'est traitable par les lois de la statistique. Tandis que les systèmes biologiques sont des systèmes extrêmement complexes. Et je vous recommande la lecture de cet article qui date de 2002, qui a, pour ma part, vraiment éveillé mon attention sur la question. C'est un article qui a été fait par des gens qui essaient de faire le pont avec l'ingénierie. Il y a des systèmes complexes. Un avion est un système complexe, une voiture, c'est un système complexe. Et est-ce que ça peut se comparer ou non à l'homme ? Dans ces systèmes complexes et dans le langage de l'ingénierie, vous avez les modules qui sont des éléments matériels, et vous avez les protocoles qui sont des règles virtuelles d'interaction entre les deux. Et la question que je pose, qui a été posée dans cet article et que je pose, c'est la question de l'importance relative entre les modules et les protocoles. Donc, entre les éléments matériels ou les règles qui gouvernent les relations entre ces éléments matériels. Et la réponse, je crois, qui est la plus appropriée, c'est qu'en fait, les règles sont plus importantes que les éléments. En d'autres termes, c'est plus facile de changer un boulon que de changer l'emplacement du boulon. Parce que si vous changez l'emplacement du boulon, vous modifiez le rapport entre deux pièces, tandis que si vous changez de boulon, vous changez de boulon. Bon. Donc, il y a quelque chose en termes de hiérarchisation à réfléchir. Ça n'est pas pour dire, bien entendu, que les éléments matériels sont en quantité négligeable, ce n'est pas du tout ça. C'est peut-être pour simplement souligner l'importance des règles. Et si maintenant j'applique ça à la discrimination entre le soi et non-soi, je vous propose l'affirmation suivante, c'est qu'en fait, la discrimination entre soi et non-soi, en fait, c'est une affaire de règles. C'est une affaire de réglage des constantes d'affinité et d'avidité entre les constituants du système qui fait que le système est à l'équilibre et que lorsque la règle est enfreinte, à ce moment-là, le système réagit. Quand on voit les choses comme ça, on aboutit à une notion que personnellement je trouve intéressante, sinon illuminante, qui est celle-ci. Moi, j'ai toujours été tout à fait intéressé et interpellé, comme on dit, par la question du polymorphisme du complexe majeur d'histocompatibilité. Pourquoi sommes-nous polymorphes vis-à-vis du complexe majeur d'histocompatibilité ? Évidemment, l'histoire du rejet de greffe ne fait aucun sens, puisque c'est quelque chose d'artificiel, sauf que il y a une greffe qui fait sens, c'est le fœtus porteur des antigènes du père lorsqu'il pousse dans la mer. Et là, il y a un véritable polymorphisme. Et en fait, lorsqu'on analyse cette question, qui est un grand chapitre en soi de l'immunologie, on voit que, là encore, ce n'est pas du tout un processus passif, c'est un processus extrêmement actif et développé qui maintient la suppression et qui permet au fœtus de se développer. Donc on peut imaginer que cette situation de greffe naturelle, entre guillemets, puisse avoir un pouvoir de sélection qui augmente le polymorphisme du CMH, pour autant que l'hétérodoxie, si je peux dire, enfin, ou l'hétérozygosie au niveau du CMH comporte un facteur de stimulation pour la croissance du fœtus. Il y aurait là une pression de sélection absolument colossale, bien sûr, pour développer le polymorphisme du CMH. Bon. Pour le reste, il y a d'autres hypothèses dont je ne parle pas maintenant, mais je pense que ce qui a été beaucoup écrit et beaucoup dit, à savoir que, au fond, parce que les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité donnent une identité au système immunitaire, elles constituent en fait une définition du soi.
Je pense que c'est vraiment une erreur de conception et je préfère renverser la logique en disant ceci. À partir du moment où le système est construit à partir des règles, il est construit à partir d'un système qui opère des ajustements dans ses constantes d'affinité et d'avidité. Et c'est ça qui définit l'homéostase, et c'est ça qui définit le fonctionnement du système. À ce moment-là, les molécules peuvent évoluer exactement comme elles veulent. Il n'y a plus de contraintes majeures sur le polymorphisme du complexe majeur d'histocompatibilité. Il n'y a plus de contraintes majeures puisque la seule chose qu'on lui demande, c'est de présenter des peptides et ensuite les cellules T vont régler leur niveau de réactivité en fonction de ce qu'elles voient. Et donc, ça m'amène à cette proposition, si vous voulez, que le polymorphisme du CMH n'a peut-être pas de signification immunologique particulière. Je pense qu'il est plutôt permis par le système des règles plutôt qu'il ne les détermine. Et je pense que la raison donc de l'existence de ce polymorphisme remarquable doit être cherchée ailleurs que dans la discrimination entre soi et non-soi. Et donc je distingue radicalement, ce faisant, l'identité de la discrimination entre soi et non-soi. Je pense que ce sont deux notions qui sont totalement différentes et que l'on gagne à traiter de façon entièrement différente. Donc je conclus rapidement cette section avec quelques remarques. D'abord, je voudrais souligner l'incroyable exploitation du hasard dans le thymus, puisqu'il y a une sorte de quadruple exploitation du hasard, tout se fait au hasard. L'échantillonnage des peptides du soi par le CMH, les rencontres avec les cellules T immatures, l'expression stochastique des gènes par le biais de ce système médié par la protéine R, et peut-être le hasard lié au nombre des rencontres, le ping-pong dont je vous parlais. Je souligne qu'il y a des processus d'apprentissage extrathymique. Et bien sûr, on peut se poser la question, et au fond, pourquoi est-ce qu'il faut apprendre le soi ? Pourquoi est-ce que le système ne fonctionne pas comme nos prédécesseurs immunologistes l'avaient imaginé, c'est-à-dire on enlève ce qui autoréagit et puis point barre, quoi. Ce serait tellement plus simple. Je crois qu'on peut gloser là-dessus et articuler un certain nombre de raisons. Je vous en propose quelques-unes. Le premier, c'est que le système n'est pas parfait, le système de reconnaissance n'est pas parfait, ne peut pas l'être. Et donc, il faut des systèmes de contrôle de qualité, dans tous les sens. Il se peut que aussi l'économie du système l'exige. C'est ce que l'on voit entre le TCR et l'apprentissage du CMH. Il se peut aussi que la stabilité évolutive du système adaptatif requiert la reconnaissance du soi. Parce qu'on peut se demander sur le plan évolutif comment on garde des gènes d'anticorps et des gènes de TCR à peu près en bon état et relativement constants au cours des générations s'ils n'ont pas une sorte de contrainte de reconnaissance quelque part. Et s'ils ont une contrainte de reconnaissance, c'est forcément une contrainte de reconnaissance du soi. Donc peut-être qu'il y a là également un élément de compréhension. Et puis, vous en avez d'autres que je n'ai pas vraiment le temps de détailler, et notamment le fait que les réactions avec le soi participent en fait à de nombreuses biosynthèses. Par exemple, vous ne pouvez pas amener à la surface une molécule du complexe majeur d'histocompatibilité sans qu'il y ait un peptide du soi à l'intérieur. C'est impossible. Donc, dès le départ, la biochimie, la biosynthèse fait que vous avez forcément du soi qui est mélangé au système. Le rôle particulier des T-reg, si je le formalise, il me semble que, comme beaucoup l'ont pensé d'ailleurs, l'existence de ces T-reg est quasiment obligatoire, quasiment nécessaire. C'est à peu près impossible de concevoir un système de type un système régulé comme le système immunitaire ou une homéostase sans avoir un élément suppresseur ou des éléments suppresseurs dans le système. Et il y en a, donc l'importance des rétroactions dans l'organisme est importante. Et puis, je m'adresserai à une petite autocritique pour finir, puisqu'au fond, j'ai beaucoup travaillé moi-même sur les questions de définition du soi au niveau moléculaire. D'un côté, c'était le soi peptidique, l'ensemble des peptides présentés par les antigènes majeurs d'histocompatibilité, sur lesquels j'ai travaillé avec Jean-Michel Clavry il y a bien longtemps.
Et donc, nous avions imaginé qu'une définition du soi, c'était effectivement l'ensemble des peptides présentés par le complexe majeur d'histocompatibilité, ce qui n'est pas faux. J'ai beaucoup travaillé ensuite sur le répertoire des cellules T, que nous avons décrit, analysé, etc. Et simplement, je crois maintenant que ce qui compte, c'est ni l'un ni l'autre, ce sont les règles d'interaction entre les deux. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur cette discrimination entre le soi et non-soi. Je vais faire une petite pause de 30 secondes et puis nous continuerons sur un autre sujet.